Ouais, dis Tibère, Alors, puisqu'il y a deux Jean-Pierre. Hein. Dis oui, oui, Tibère, il oui, y il a y a deux deux Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui, il y a deux Jean-Pierre. Je vais vous Dis demander, par Tibère. contre, si possible, de couper votre micro. Donc, avant de commencer, ben, je vous souhaite bienvenue à tout le monde. Hein. Je ne pensais pas qu'on serait aussi nombreux. Il y a une vingtaine, c'est plutôt un beau succès. Alors, moi, je ne suis pas à l'agence. Hein. Je suis dans la campagne Picarde. Je suis à Étremont, hein, où on travaille sur le circuit des écrivains Picard. Euh, donc, je suis chez Sylviane, hein, qui travaille avec moi, qui est à côté de moi, mais que vous ne voyez pas. Hein. Je suis sur mon téléphone parce que j'ai des problèmes de. Mon ordinateur est en train de redémarrer pas. Donc, j'ai démarré la réunion sur mon téléphone. Et donc, c'est la première masterclass de Jean-Luc, hein, qui intervient déjà régulièrement dans le cours de Picard que j'anime un mardi sur deux sur Zoom. Hein, donc, s'il y a quelques places encore de disponibles, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont arrêté, donc s'il y a des personnes qui veulent apprendre le Picard pour débutants, c'est un cours pour débutants, ça serait possible. Et donc, il a été convenu qu'une fois par mois, donc si possible, le troisième jeudi du mois, Jean-Luc nous propose de découvrir certains auteurs Picard. C'est une découverte plus culturelle de la littérature, des textes, qui va venir compléter le cours qui, lui, est vraiment un cours de langue. Je vais juste rappeler quelques règles. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, si possible, levez la main avec l'icône qui doit se trouver quelque part en bas de votre écran, si vous êtes sur un ordinateur. Il y a un bouton réaction, et là, vous avez une petite main que vous pouvez lever. Et si vous la levez, vous allez apparaître en évidence pour moi et je pourrai vous donner la parole. Ou alors, vous me faites signe, mais c'est moi qui peux gérer les prises de parole, comme je peux gérer aussi, si vous souhaitez mettre des messages dans la discussion, poser des questions à Jean-Luc, soit Jean-Luc qui répondra directement, soit je peux les noter et ensuite vous les retransmettre à Jean-Luc. Hein. Voilà. Bon, bah donc, je ne vais pas la faire plus longue parce que je sais que Jean-Luc a beaucoup de choses à dire. Et puis, ben, je lui cède la parole. Alors, Jean-Luc, comme je suis sur mon téléphone, je ne te vois pas. Donc, à toi de prendre la parole, s'il te plaît. Bonsoir, vous me voyez, vous m'entendez? Faites oui de la tête, ça suffira. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend si vous êtes en France, au Canada, en Belgique ou bien je ne sais pas où. Olivier vous a présenté un petit peu le cadre. Alors, troisième jeudi, oui, sauf au mois de décembre, ça commence très bien, ça sera plutôt le deuxième, si ça ne vous dérange pas, parce que le troisième, je ne pourrai pas, je suis pris par le boulot à l'hôpital. Ce que je souhaite, c'est que ça puisse être, si ce n'est interactif, en tout cas que ça puisse répondre à vos questions, parce que l'interactivité, on le sait, dans ce type de réunion, ça pose des soucis voilà, c'est la première fois que je suis sur ce modèle-là, donc il faut gérer les messages qui descendent, les mains qui se lèvent, et puis je ne sais pas quoi. Mais bon, si vous avez des grosses questions, quand même, prenez la parole. Le but de la manœuvre, c'est quoi? C'est d'essayer de faire en deux temps. Alors, je suis un peu gêné parce que je ne me vois pas, ce qui ne me gêne pas, j'ai l'habitude, c'est pas grave. Mais j'ai un personnage en grand, j'ai les autres en petit. Du coup, je suis un peu paumé dans le truc, mais c'est pas grave, je vais y arriver quand même. Ah, ça y est, je me vois en petit en tout cas. Bon, première chose, vous êtes présent, donc vous avez reçu l'invitation, ce qui suppose que donc vous ayez mon email. Donc, si vous pouvez m'envoyer vos coordonnées mail, ça permettra comme ça de vous envoyer les documents qui éventuellement ne vous parviendraient pas si vous êtes sur un téléphone, si vous avez un problème technique. Et puis si d'ici le mois prochain, il y a un souci de mon côté, je pourrais vous prévenir. Et je préviendrai bien sûr Olivier qui reste le maître d'œuvre de la machine, de l'ensemble des programmes et puis des ordinateurs. Mais donc, c'est pratique que nous puissions échanger. Puis si vous avez une question d'ordre, une demande très personnelle, vous me l'envoyez par mail, puis j'essaierai d'y répondre, hein, je ne vous garantis rien. Voilà. Et donc, en trois temps, ce que je vous propose, c'est d'une part de vous faire découvrir un auteur dans son secteur de Picard. Ensuite, d'étudier un texte de cet auteur-là, un ou deux, enfin, on verra bien le temps dont on dispose, en partant du principe que vous avez des bases de Picard. Donc, il y en a qui en ont des bases, mais il y en a qui suivent les cours ou qui recherchent des bases. On va essayer de se mettre à la portée de tout le monde.
Et puis, en tout cas, de vous faire entendre du Picard. Et là, pour le coup, ce soir, si ça fonctionne, vous allez entendre l'auteur en question. Je garde encore un peu le mystère. Et puis, dans un troisième temps, donc l'auteur, les textes, et puis dans un troisième temps, un petit moment d'échange pour répondre à vos questions sur cet auteur ou bien sûr des choses qui sont dans le domaine de l'univers de cet auteur. Voilà. C'est bon? On y va? Donc, alors, je vais essayer de faire un truc, c'est que je vais essayer de partager mon écran. On a fait une répétition hier, hein. Donc, je fais ça. Et logiquement, si je fais partager, vous devez avoir un personnage qui arrive. Comme je n'entends rien, il y a quelqu'un qui me dit si vous voyez un personnage qui a les bras croisés. Oui. Ça marche? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cet auteur? Probablement pas. Si, il y en a quelques-uns. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent. Oui, Edwige, je le connais, oui, bien sûr. Donc, la solution, c'est Armel de Poilly. Bon, c'est donc Armel de Poilly qui est un Picard 10 ans. Je l'ai choisi parce que, comme je choisirais les autres d'ailleurs, ce sont des gens qui ont contribué à la littérature picarde. Ce ne sont pas forcément des gens les plus connus. Ce sont des gens, quand j'entends littérature, c'est vraiment qui ont transmis le Picard par l'écriture dans la période contemporaine. Et qui ont fait œuvre d'écriture, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas simplement contentés de mettre la première idée qui leur passait par la tête, ce qui n'est pas, il n'y a aucun critère de jugement dans ce que je dis, mais je veux dire, il y a un travail d'écriture qui peut être critiqué d'ailleurs parce que parfois le Picard semble moins spontané qu'il ne serait à l'oral, mais quand quelqu'un, par exemple, s'exprime en vers versifié avec une prosodie assez classique, assez calquée sur la prosodie française, par exemple, il y a un travail et on est assez loin de l'expression spontanée. Donc, Armel de Poilly était né en 1901, ce qui était une chance parce que ceux qui ont eu 18 ans en 1918 sont partis à la guerre. Lui, il a eu 18 ans en 1919 et donc la Première Guerre mondiale était terminée. Et il est décédé en 1988, au mois d'août 1988. Je l'ai personnellement bien connu, bien fréquenté. On a fait de nombreux kilomètres en voiture. J'allais le chercher chez lui à Dargny. Dargny, c'est un village du Vimeux. Le Vimeux, c'est à l'ouest de la Somme, au sud-ouest de la Somme, tout près de la mer, en fait, hein, pour ceux qui n'ont pas de carte de géographie dans la tête. Donc, on est au sud-ouest d'Abbeville. Le Vimeux, cette région de Dargny, proche de Fréville-Escarbotin, de Ouincourt, possède un Picard, en particulier au niveau des conjugaisons qui sont assez différentes de ce qu'on a l'habitude dans le reste de la Somme. Au lieu de dire pour le verbe, on prend toujours le verbe chanter, donc au passé, eshkantoué, à Dargny, ça va être eshkantouo, et pas eshkanto, comme dans le Pas-de-Calais, eshkantouo, un son beaucoup plus sourd qui se transcrit par O-U-O. Je cantuo, tu cantuo, i cantuo, o cantué, mais ça, après, ça ne change plus. Mais donc, c'est les formes singulières. Donc, Armel a été, donc je dis Armel parce que franchement, je l'ai bien connu, c'est toujours comme ça que, voilà, on se tutoyait, enfin, je le respectais énormément, mais on était amené à se tutoyer quand même un peu. Et donc, Armel de Poilly a été instituteur, elle a été maristaire. Et contrairement aux idées préconçues, il est beaucoup sorti de son Vimeux. Il n'a pas fait carrière dans le Vimeux du tout. Donc, il est instituteur au sortir de la guerre 14. Il va être instituteur à Saint-Molvy, qui est à côté d'Oisemont, mais le Vimeux vert. Donc, un Vimeux proche d'Alencourt, d'Abbeville, de Moyenneville, au niveau du Parler. Et puis, ensuite, il va se marier avec une institutrice là-bas, voilà, c'est assez fréquent. Et puis, il va être mobilisé en 1939. Et à ce moment-là, il enseigne à Amiens, au quartier Saint-Leu. Hein, donc, il connaît le Picard d'Amiens, il connaît Édouard David, il en parlait assez peu, mais enfin, il a connu les grandes signatures amiénoises. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il continue sa carrière pendant 5-6 ans à Sauvillers-Montgival, qui est à côté de Moreuil, donc dans le Santerre, et puis ensuite aussi à Mailly-Renneval, où il aura beaucoup d'attaches avec ce village, avec le comte de Mailly. Enfin, il a fait des études historiques autour de Mailly-Renneval, et sa carrière s'achève en 1956. Les instituteurs chez Marister, ils partaient à la retraite à 55 ans. Il a juste 55 ans à ce moment-là.
Et puis, bon, il perdra sa femme, il se remariera, mais ça, je dirais, c'est de sa vie privée. Ça n'a pas beaucoup d'importance sur sa vie probablement, mais sur son écriture picarde, certainement pas. Mais 1956, c'est la période à laquelle où il commence à écrire en picard, ce qui est assez emblématique de ces générations. Même encore aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à écrire en picard au moment de la retraite. Quand je serai à la retraite, j'aurai le temps, je le ferai. Et voilà, donc, il est vraiment dans ce schéma-là. Mais ce qui lui a valu en particulier de s'intéresser au Picard, c'est deux choses, c'est sa naissance, c'est Darny, c'est ses attaches familiales et ancestrales à Darny, et puis c'est la rencontre avec Gaston Vasseur. Gaston Vasseur le fondateur des Picardisans du Ponthieu et du Vimeux. Il est plus jeune qu'Armel de Poilly, il est de 1904, et ils se sont fréquentés tout au long de leur vie. En fin de compte, Gaston Vasseur mourra avant Armel de Poilly, il mourra en 1971. Et donc, faisant ses enquêtes linguistiques, Gaston Vasseur a rencontré aussi Armel de Poilly, qui a été un de ses témoins, et ils ont énormément collaboré. Et Armel de Poilly voyait Gaston Vasseur comme un maître. Et il était très content, en fin de compte, que Gaston Vasseur relise ses premiers écrits. La bibliothèque des Picardisans à Abbeville possède les manuscrits. Il y a eu un legs après le décès d'Armel de Poilly de ses archives. Et donc, on a accès à ces manuscrits et on voit en marge les annotations, les corrections, les suggestions de Gaston Vasseur. Et il était très fier de pouvoir les montrer. C'était pour lui un saut d'authenticité. Et il est d'autant plus fier, alors je vais essayer de vous montrer à l'écran, c'est que, voilà, vous allez voir ça, donc ça, il faut que j'approche un peu mieux que cela, le contraste, voilà. Son premier livre en picard, Canchon de nos Poilly, qui a été donc écrit par Armel de Poilly, publié en 1970, l'année qui précède le décès de son ami Gaston Vasseur. Et ce livre possède une introduction, un avant-propos exactement, qui est signé de Gaston Vasseur, et c'est le seul en fait livre des Picardisans qui soit dans ce schéma. Et Armel de Poilly considérait que ce passage de flambeau à travers cet avant-propos comme vraiment une responsabilité qu'il a eu à cœur de mener à bien au sein à la fois du groupe des Picardisans qui existe toujours à Abbeville, qui a été fondé en 1967 et qui se réunit toujours tous les mois, et puis à travers donc cette animation-là, et à travers l'écriture, et à travers une chronique hebdomadaire, parce que Gaston Vasseur tenait une chronique hebdomadaire dans les journaux du Vimeux, donc du secteur où ils habitaient. Je vais revenir un petit détail là-dessus. Et puis, quand Gaston Vasseur est décédé, les lettres à ma cousin Polyte de Gaston Vasseur, bien entendu, s'arrêtent là. Mais Armel de Poilly reprend le flambeau avec Main-mot de billet, qui est aussi une chronique hebdomadaire qu'il tiendra pendant quasiment jusqu'à 6 mois avant son décès. Donc, vous aurez la biographie et la bibliographie dans les PDF que je vais vous transmettre tout à l'heure ou ultérieurement. Donc, un petit mot pour juste dire que Gaston Vasseur et Armel de Poilly, deux enfants du Vimeux, ont longtemps habité à Abbeville. Armel de Poilly, pour rester sur ce personnage d'aujourd'hui, est retourné vivre dans le Vimeux très tardivement après sa retraite. Ils ont très longtemps habité à Abbeville et se sont fréquentés à Abbeville, mais ils parlaient en picard du Vimeux, puisqu'à Abbeville, on parle le picard du Ponthieu. Hein, on n'est pas exactement dans la même région linguistique. Historiquement, tout ça, c'est le Ponthieu, mais c'est un autre problème. Donc, je vous ai présenté Canchon de nos Poilly parce que c'est un livre qui a été, et c'est là où on peut commencer à parler de littérature, c'est un livre qui a été et qui est toujours un livre qui a relié les générations entre elles. Armel de Poilly va nous parler de ses ancêtres qui sont du 19e siècle, ses parents et ses grands-parents et sa tante, dans ce livre. Et ce livre a été la propriété, là c'est le mien, je veux dire, j'y tiens parce qu'il est introuvable. Il a été les jeunes générations qui avaient 20 ans dans les années 70-80 ont trouvé ce livre
Et à partir du mot canchon, chanson, se sont dit, mais voilà des textes rimés, on va les mettre en musique. Alors, c'était l'époque surtout des guitares sèches, et des gens comme Armel de Poilly, comme Jacques Dulphy, comme Thierry Sellier, comme Marc Monsigny, comme moi-même, on s'est approprié ce livre et on a mis un certain nombre de textes en musique et en chanson. Et donc, les souvenirs du 19e siècle transcrits en picard du 20e siècle se chantent en picard du 21e siècle. Voilà, donc, c'est pas du tout une tradition orale, on est vraiment dans une tradition littéraire voulue par Armel de Poilly quand il a écrit ses chansons, pas forcément dans l'intention qu'elles soient chantées, mais avec le secret espoir qu'elles le soient un jour. Voilà, et donc je vais revenir dessus. Alors, on va essayer de faire quelque chose d'encore plus fort. C'est que j'ai retrouvé ça, je ne pourrais pas vous le promettre à chaque fois, certainement pas. J'ai retrouvé une vidéo. Donc, je vais vous passer le début de cette vidéo, si ça fonctionne bien. Si ça ne marche pas, quand je vous dirai top départ, vous me faites des grands signes et puis on essaiera de voir comment on peut arranger les choses. Donc, je vous présente la vidéo avant de la partager. C'est un reportage qui a été fait par France 3, aujourd'hui FR3 à l'époque, Picardie, à Amiens. Le journaliste qui prend la parole, c'est Thierry Lesbonté, et on est à Dargny, et on va rencontrer donc Armel de Poilly qui va parler dans son picard. Et alors, vous allez faire deux choses. Alors, vous allez déjà découvrir Armel de Poilly, et puis surtout, vous allez écouter, et à la fin, vous allez me dire ce que vous avez compris ou ce que vous n'avez pas compris. Hein, mais voilà, donc ça, vous le mettrez dans le chat, parce que j'imagine, comme vous êtes une vingtaine, que ça va être la cohue un petit peu. Hein. C'est du picard Dargny, pour vous donner une idée, et je compte où, hein, c'est au fond de la gorge. Je limite, je ne suis pas du vimeux, moi, donc je limite moyennement, mais bon, j'arrive quand même à faire à quelque chose qui y ressemble. Alors, attention les yeux, là maintenant, il faut que je fasse comme on a fait hier, mais comment il faut faire? C'est ça le problème. C'est pas tableau blanc, hein, c'est pas partager l'audio. Voilà, ça doit être ce machin-là. Et alors, où l'audio? Il va me le trouver, non? Ça ne marche pas là. Hein. Non, non, ça ne doit pas marcher. Arrêtez de partir. Ça n'a pas marché mon truc. Je recommence. Alors, là, il y avait un truc dans un autre écran. Non, ça ne marche pas là. Ah là 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 là. Vous n'êtes pas pressé? Non. Non, non. J'entends quelqu'un, je ne sais pas qui. Télécharger le package de vidéo. Oh là 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 là. Hier, on avait d'abord lancé la vidéo. Oh là, Olivier, il y a. Voilà, non, non, mais je trouve le truc, je l'ouvre. Voilà, On c'est voit bon, l'écran. Jean-Luc. On voit FR3. Vous voyez faire 3, je vais essayer de vous mettre en grand. C'est à peu près bien là? Ouais, image fixe, mais on voit quand même. Bon, vous y êtes, c'est parti. Madame, Monsieur, bonsoir. Picardie Première s'arrête aujourd'hui au village de Dargny, en plein Vimeux, là où est né en 1901 Armel de Poilly, un auteur picard disparu qui a largement contribué à faire vivre la langue régionale à travers à la fois la littérature écrite et la littérature orale. C'est son image, sa figure, son œuvre que nous évoquons aujourd'hui avec ses amis. Reportage. Ce natif d'un Poilly, de Cofoy des Montes-Cleux. Étant pio, je taline maintule chez les murs, berdier des caïneux, des ancêtres des serrures, puis tous mes camarades chez des pions d'ouvriers. Mourleux, et puis fondeux, qui savent rocholeux, achevus dans un cubilo, au fond d'une vieille fabrique. Maintenant, il faut jouer des cleux d'espions de boutique. Tous mes amis, j'ai des vieux de serrure.
C'est du vimeux serrurier dont Armel de Poilly parlait avec tant d'émotion. Bourseville, Fressenville, Nibas, Friville-Escarbotin et Darny, bien sûr. Autant de villages où les paysans se faisaient ouvriers pour façonner des clés à domicile avant que le travail en fabrique ne se généralise. Armel de Poilly était profondément imprégné de cette culture populaire basée sur la tradition d'un précieux savoir-faire. C'est un fils. Voilà, j'ai interrompu le reportage, parce que sinon, c'était compréhensible? Ouais? Ah oui, mais... Alors, il faut que je mette le machin où je vois vos réactions, parce que là, je les vois Sans pas. problème, pour Sans Tibère. Ouais, ouais. Bon, je vais vous le lire, le texte. Je vais vous le lire pour que vous sachiez quand même de ce que ça représente pour lui. C'est le premier texte de son recueil. C'est le tout premier. Et ça s'appelle « Je suis natif », donc je suis natif. Je suis né. Et je suis natif d'un pays d'où qu'au fouet des monts cleux. Alors, le mot cleux, dans le vimeux, ce sont des clés de porte ou de serrure. Ce ne sont pas des clous. Partout ailleurs, ce sont des clous. Mais dans le vimeux, il y a aussi, en plus du wo de tout à l'heure, il y a le e, on dit poicanté, mais on dit canteux, et des monts cleux, qui seront des monts clés. Et le vimeux fait une distinction que je ne sais pas faire et que je n'entends pas, qui est entre le clou et la clé. Les deux s'écrivent cleux, mais il y en a un qui se prononce cleux et l'autre qui se prononce cleux. Je ne sais pas le faire, je ne vais pas faire semblant, je ne sais pas, et je ne l'entends pas. Mais donc, je n'ai pas été élevé là-dedans, c'est terrible l'oreille, hein, c'est terrible. Donc, il est natif d'un pays, d'un village, où on fabrique des monts cleux, des tas de clés, vous voyez. Ah non, mais le naturel revient au galop. Étant pio, j'ai triné Machude à chez Limur. Étant pio, c'est aussi typique du vimeux. Un pio, c'est un enfant, un petit. Hein, c'est à la fois l'adjectif petit et l'enfant. Un pio, un piot, pas un pio, un piot, pour ceux qui apprennent. Hein, alors que c'est un cho, un chot partout, mais dans le vimeux, c'est un pio, un piot. Hein, sa chatte a enfanté et scut à l'opioté. Voilà, c'est vraiment il y a ces sons-là qui sont plus sourds encore que ce que je vous imite, que j'essaye d'imiter le mieux possible ici. Et donc des limures, les limures, ce sont la limaille qui tombe des clés qu'on a brossées, qu'on a limées. Donc, étant pio, j'ai triné Machu chez Limur, berzillais des caïneux, donc cassé des cadenas, déhancé des serrures, démonté, démantibulé des serrures, puis tous mes camarades chez des pios d'ouvrieux. Voilà, hein, il y a donc à la fois le pio sous forme de substantif et sous forme d'adjectif. Ouvrieux, hein, ouvrieux, donc ouvrier, vous voyez, on a le E qui est là aussi. Mourleux, puis fondeux, qui savon rocholeux, achevu d'un tubilo au fond d'une vieille fabrique. Même quand je le dis, ça ne doit pas être simple à comprendre pour tout le monde. Mourleux, donc des mouleurs, hein, on moule certaines pièces. Et puis fondeux, on est dans la métallurgie, hein, la petite métallurgie, mais une métallurgie importante. Hein. Vous avez chez vous une clé qui a été fabriquée dans le vimeux, ce n'est pas possible autrement. La perche, bricard, c'est fabriqué dans le vimeux. Donc, qui savon rocholeux, c'est au sens premier, ce qu'on va laisser dans une casserole, dans une poêle, et qui va rocholer sur le feu. C'est-à-dire que ça va s'évaporer jusqu'à temps que ça rochole. C'est quelque chose qui est à peine mangeable, et puis à un moment, ça ne l'est plus du tout. Et donc là, ils ne s'en vont pas du tout faire la cuisine, mais ils vont rocholer achevu, donc au feu, auprès du feu, d'un tubilo. Un tubilo, c'est un petit poêle qu'il y a dans ces boutiques. Les boutiques, ce sont des ateliers très modestes, attenant à la maison, dans lequel on travaille. Et bon, il faut quand même manipuler du fer. Si c'est dans chez Courjour, comme en ce moment, il ne fait pas chaud, le fer, c'est très froid. Et donc, les pièces de fer, donc il faut quand même qu'il y ait un petit feu qu'on fait dans un tubilo. Au fond d'une vieille fabrique, donc au fond d'une vieille usine, une fabrique, c'est une fabrique, Mathéon, mon ancêtre, mon aïeul, je reviens dessus après, il forge des clés d'un spiot de boutique, il forgeait, hein, mot à mot, voilà, des clés dans son petit atelier.
Alors, je reviens sur le mot théon parce que vous l'avez vu dans les exemples que Olivier a présentés la dernière fois. Dans le vimeux, c'est assez clair. Là, il n'y a pas trop de distinction dans les ancêtres. Il y a mi, ma père, ma grand-père, ma théon, c'est l'arrière-grand-père, ma rathéon, c'est l'arrière-arrière-grand-père. Dans la miennois, on a mi, ma père, ma théon, qui peut être mon grand-père. Alors, ma taillon dans la miennois, mais les niveaux d'ascendance ne sont pas les mêmes. Dans le vimeux, pour ce coup-là, c'est assez clair. On commence directement à l'arrière-grand-père. Et forcément, ma ratathéon, c'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père. Tous mes amis chez des fieux de serrurieux, des fils, des enfants de serruriers. J'ai vu ma vieux grand-père lors d'une journée brucheux. Donc, j'ai vu mon vieux grand-père lors d'une journée brucheux, c'est brosser. Une bruche, c'est une brosse. À Schletto, arrondir, fouer à l'euche, redrie. La redrie, c'est une forme c'est un outil qui permet de rôder les clés. Donc ça, c'est du mot très technique quand on dit que le Picard est bucolique, qui sait parler des oiseaux et puis des petites plantes, c'est une réalité, mais il peut être aussi très technique. Et je vais vous parler après d'un lexique technique d'Armel de Poilly sur l'ensemble du travail autour de la clé. Il y a énormément de vocabulaire qui peut toujours être utilisé, même avec des machines à outils à commande numérique. On rôde toujours les clés. Une grand-mère à côté de lui, donc sa grand-mère, il travaillait en couple. Al tornuo shop percherie. La percherie, c'est une espèce de perceuse verticale aussi. On perce la clé. Ce sont des grosses clés. Des grosses clés, j'en ai une là. Enfin, c'est la clé de l'armoire qui est derrière moi. Et vous voyez, il y a un trou là. En fait, elle est percée. Et ça, c'était fait à la main. C'était fait par les grands-mères. Et donc, c'est ce travail vertical qu'il faut faire par la femme, quoi, en l'occurrence, parce qu'elle était loin d'être grand-mère, la femme, quand elle le faisait. Grand-mère à côté de lui, elle tourne au shop percherie. Et je vous le dis, tous mes vieux gens, chez toi, des faiseurs de clés, tous mes ancêtres, tous mes aïeux, c'était des fabricants de clés. Ma père, il a passé tous vire pour nos alveux. Donc, mon père a passé sa vie en vue de nous éduquer, de nous élever. Il a passé sa vie à limer des monts de pièges en fer et puis un cuivre, en fer et en cuivre, des morceaux de pied de fer et de cuivre. Il ne gagnait au point gramin, à ne pas de vivre. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais ça n'empêchait pas de vivre. Chète-le que j'ai le plus aimé, ils sont morts à travailleux. Chète-le à Abbeville. Donc ceux-là, ceux que j'ai le plus aimés, sont morts à l'ouvrage, à la tâche. J'intacouer un rêvant et peut-être être sum l'oreilleux. Donc quand je rêve, j'entends encore, ma tête étant posée sur l'oreiller. Chez Martieux, tapoteux, et puis Wigneux chez Serrure. Donc les Martieux, les petits marteaux qui tapotent, qui façonnent, parce que c'est plutôt la boîte de la serrure. Et puis Wigneux chez Serrure, donc Wigneux, grincer, parce qu'on essaye, avant de les livrer à la fabrique, on essaye les clés. Donc, ça grince à ce moment-là, et puis il faut que ça fonctionne très bien, sinon le montage de la serrure sera refusé par le patron de la fabrique. Deshbou Deshcortinuo, donc là, difficile à comprendre puisque c'est un lieu-dit, c'est le jardin de Noël, Noël étant le prénom, donc en plus, même si on comprend les mots, on ne comprend pas forcément le sens. Donc tout au fond du jardin de Noël, du bout d'Eshcortinuo, à travers chez Pâture, Eshbuzin et tout chez Pièche, un route à Berrieux, le bruit de toutes les pièces qu'on fabrique en train de se bariller, c'est-à-dire en fait de se définir, de se fabriquer tel qu'il faut le faire, selon le cahier des charges. Il y a vraiment un cahier des charges. Acheteur, j'aime ça vieillir. Maintenant, désormais, je me sens vieillir. Je n'ai plus qu'à vous demander, mon Dieu, si vous voulez bien écouter une prière. Je n'ai plus qu'à vous demander, mon Dieu, si vous voulez bien écouter ma prière. À part les conjugaisons du premier groupe, les infinitifs, tout le reste est assez clair. Êtes-vous d'aller dormir dans le fond de nos vieilles chametières avant d'aller dormir, donc une fois mort, d'aller reposer dans le fond de notre vieille cimetière. En picard, le cimetière est féminin, le genre change. Donc, c'est un chametière, chol chametière. Et je vous demande donc, mon Dieu, d'hervir ma vieux pays, de revoir mon vieux village, mon vieux pays, d'où qu'au fouet des mondes cleux, où on fabrique des mondes, des quantités, des grandes quantités de clés.
de clé. J'allais encore dire clou. Voilà. C'est un peu plus clair? Oui, ça va. Oui, c'était nécessaire. Vous voulez le entendre? Dans la version originale, on a un peu de temps quand même. Oui, ouais, Mais Allez, je vais essayer de partager l'écran à nouveau. Hein. C'est formidable. Ah, si là, il faut que je recommence au cinéma. Bon. Ça se trouve, la deuxième fois, je ne vais pas y arriver. Ah si, je vais y arriver. Vous allez voir, je n'en reviens pas moi-même. en le voyant. Ouais, Tibère, ouais. il dit en le voyant. Attends, il faut que je la voie, acheteur. Alors Envoie colis. là. Madame, Monsieur, bonsoir. Picardie Première s'arrête aujourd'hui au village de Darny, en plein Vimeux, là où est né en 1901 Armel de Poilly, un auteur picard disparu qui a largement contribué à faire vivre la langue régionale à travers à la fois la littérature écrite et la littérature orale. C'est son image, sa figure, son œuvre que nous évoquons aujourd'hui avec ses amis. Reportage. Ce natif d'Empoigny, donc au fond des mondes cleux. Étant pio, je taline maintule chez les murs, Berzille des caïneux, des ancêtres des serrures, puis tous mes camarades chez des pions d'ouvriers. Mourleux, et puis fondeux, qui savent rocholeux, achevus dans un cubilo, au fond d'une vieille fabrique. Maintenant, il faut rejouer des cleux d'espions de boutique. Tous mes amis, j'ai des vieux de serruriers. C'est du Vimeux serrurier dont Armel de Poilly parlait. Voilà, je suis revenu avec vous. C'était un peu plus clair la deuxième fois? Oui. J'espère. Oui, quand même. Hein. Alors, je vous montre là, devant la caméra, la percherie. La percherie, voilà, vous l'avez là comme ça. Vous voyez, c'est vraiment une perceuse verticale à main. Hein. Tout ça sont des outils à main. Et puis, l'étau qui sert à roder les clés. Vous voyez, il y a un dessin là comme ça. Je fais en sorte que ça ne brille pas trop. Hop. Et donc, c'est une pièce très, très particulière. On est vraiment dans la technique. Et l'ensemble de ce dictionnaire lexique du cleftier a été donc dressé, écrit et transcrit en orthographe phonétique par Gaston Vasseur. Et ça a été fait par Gaston Vasseur et Armel de Poilly. Et ce sont des documents évidemment précieux parce qu'il y a énormément de termes qui sont désuets ou qui ne sont plus employés, mais il y en a toujours qui pourraient tout à fait être adaptés à un rayon bricolage chez Castorama. Hein. Je veux dire, il y a toujours des perceuses verticales, hein, ce n'est pas un problème. Hein. Donc, on peut toujours appeler ça une percherie. Alors, pour parler de l'importance d'Armel de Poilly, en fait, je vais vous présenter là un tout petit fascicule qui s'appelle Conte Ethnophornie. Les images sont à l'endroit pour vous? C'est bon? Parce que hier, c'était à l'envers. Donc, ce tout petit fascicule, Armel de Poilly l'a travaillé avec un autre ami à lui qui s'appelait Jacques Guigné. Ces contes ethnophornies paraissaient dans la presse. Alors, à cette époque des années 70, oui, surtout 1970, 60, 70, la presse régionale, la presse nationale, elle était encore au plomb, ce qui était très mauvais pour la santé, mais ce qui est très pratique pour l'édition, parce qu'il suffisait de récupérer les plombs qui étaient passés dans la presse, et on faisait un petit livre très rapidement, à moindre coût pour l'auteur. Et donc, ce sont là des contes, comme le titre l'indique, là pour le coup, ce sont vraiment des contes inventés, imaginés par Jacques Guigné, qui généralement fait le scénario, et puis Armel de Poilly, qui généralement fait le texte. En tout cas, il finit toujours le texte, c'est du Picard de Darny qui est dans ses contes, et il peut participer au scénario. Ensemble avec Jacques Guigné, donc il publie ce petit livre là, qui n'est pas complètement introuvable. Il y a encore quelques bouquinistes qui en ont. C'est en 1978. Et ensemble, ils font aussi des bandes dessinées. Alors là, bon, là j'ai pris l'autre, c'est pas grave. Donc, ils écrivent des bandes dessinées qui sont publiées, donc on les a republiées dans Schlancheron, mais qui sont publiées donc avec des grandes bandes en bas de page des journaux, des hebdomadaires,
et les dessins ont été renettoyés, là, et avec du texte littéraire, c'est-à-dire il n'y a pas de bulle en fait dans ces BD-là, hein, le texte est sous le dessin, et puis on a comme ça donc toute une série d'aventures. Il y en a 5 ou 6. Il y en a un certain nombre qui ont été mises en couleur récemment, il y a une dizaine d'années, par Jacques Dulphy, donc à partir des dessins originaux de Jacques Guigné et puis des textes. Alors là, attention, c'est pas très net l'affaire, là, mais enfin bon, c'est à peu près ça quand même. Donc voilà, donc ça peut être mis en couleur. Donc on a toute une série de bandes dessinées comme ça qu'on avait republiées il y a une dizaine d'années, de manière à valoriser ce travail qui était disséminé dans les journaux sur une dizaine d'années de production. Et Armel de Poilly avec Jacques Guigné ont donc une collaboration, mais très, très complice. Jacques Guigné était plus jeune qu'Armel, mais ils sont très complices. Ils partent même dans du fantastique, des choses mais très incroyables, hein. Il y a un escargot qui domine une situation, il y a un ours qui domine son patron, enfin, il y a des choses assez incroyables. Il y a des histoires de soucoupes volantes qui étaient à la mode à cette époque-là. Il y en a moins maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais ça va peut-être revenir. C'était la mode des ovnis. Donc, il y a des choses. Donc, on est vraiment dans de l'imagination. Moi, j'estime qu'elle est littéraire, c'est-à-dire qu'on pourrait raconter des choses comme ça le soir à la veillée, ça pourrait se faire, mais on part dans quelque chose qui n'est pas un délire, parce qu'il y a toute une construction avec un fond de la tradition, dans le sens où il y a il y a un texte assez initiatique. Le texte qu'on appelle Noël lâche aux piottes boiteuses est initiatique. Il ne faut pas s'approcher des falaises, il y a des grands trous qui sont dangereux pour les enfants, et il y a des diables qui sont dedans, et donc l'enfant peut en mourir. Si on habitait au bord des marais, ça serait d'autres situations. Là, on est au bord des falaises picardes, les dernières falaises qui nous viennent de Normandie. Voilà. Donc, il y a cette collaboration-là. Et cette collaboration, elle n'est pas née de rien. Elle est née à la fois de l'existence de ces hebdomadaires, mais également d'une collaboration que Armel de Poilly avec un autre Jacques. Tout le monde s'appelle Jacques là-dedans. Vous avez entendu parler de Jacques Guigné, de Jacques Dulphy. Vous allez avoir un autre, c'est Jacques Leboeuf. Et donc, Jacques Leboeuf, lui, est un patron de presse, journaliste au début de sa carrière. Il finira patron de la presse régionale, du Vimeux, hein, attention, et de la bande côtière, jusqu'à un rue, avec le journal du Macanter. Et il dessine. Et il a même commencé sa carrière en faisant des dessins de tribunaux, des dessins de presse, un peu comme Simons l'avait fait avant lui, avant-guerre, mais lui, c'est juste à l'immédiate après-guerre. Et donc, là aussi, il y a des bandes dessinées. Alors, on va essayer de faire comme ça passe mieux comme ça. Hop. Et donc, voilà, là, c'est Croix-Dur contre Gorille. Il y a toute une série de bandes dessinées qui sont… ça sont les vraies coupures de presse dans des journaux que je découpais quand j'étais adolescent, hein, et puis par la suite. Et donc, c'est tout au long des années qui vont de la Libération, 1947, jusqu'à la mort de Jacques Leboeuf, non, jusqu'à la mort, pas de lui, de son journal, attention, en 1984, décédé plus tard. Et donc, il y a toutes les semaines, hein, il y a au moins une bande dessinée comme ça, voire une deuxième qui a été créée par l'association Guigné de Poilly, qui peuvent être donc l'une au-dessus de l'autre, et voire même parfois une troisième qui aura été créée par Jacques Dulphy avec Thierry Sellier. Et il y a des personnages qui sont dans une BD du dessus qui discutent avec ceux du dessous d'une semaine à l'autre. Enfin, il y a des trucs un peu bizarres, en tout cas très inattendus, mais vraiment une grande complicité qui existe. Alors, tous ces albums, en fait, toutes ces bandes dessinées ne sont pas réunies en album, sauf une qui est celle-ci, qui est Jacques Croix-Dur Yves Voyage, qui est donc un véritable album avec… alors, on va essayer d'avoir… Comme c'est mon exemplaire, il a été publié il y a pratiquement 40 ans, ça commence à fatiguer un peu. Vous voyez, donc vous avez l'aventure comme ça complète que Schlancheron avait édité. Alors, je ne vous fais pas de la pub, hein, c'est pas le problème. Là, c'est pour vous montrer que la littérature picarde, là, je vous parle de livres, je vous parle d'auteurs, je vous parle d'écriture. Là, on est dans un texte, certes dialogué, mais qui est toujours sous
sous la vignette, sous le dessin, c'est pour vous montrer qu'il y a tout un travail qui est fait, qui a été publié dans les journaux, qui a été retravaillé. On a donc dans la bibliothèque des Picardisans certaines notes d'Armel de Poilly qui corrigent une faute de typographie, par exemple. Et donc, tout ce travail amène le Vimeux à une diffusion du Picard qui est hebdomadaire et qui arrive comme ça dans pratiquement tous les foyers. On est à une époque où tout le monde est loin d'avoir la télévision. Tout le monde lit le journal pour avoir les informations d'un village à l'autre. Et ça, c'est important parce que des générations, je vous l'ai dit, je ne suis pas du Vimeux, mais Jacques Dulphy ou Thierry Sellier sont du Vimeux. Et j'avais un grand-père qui achetait aussi ces journaux-là, bien qu'étant dans le sud amiénois, à Beaucamp-le-Vieux. Eh bien, il y avait du Picard dedans toutes les semaines. Et donc, on était confrontés, soit on ne le lisait pas, soit on le lisait. Et souvent, quand on le lisait en famille. On le lisait oralement pour le partager. En tout cas, dans ma famille, ça se passait comme ça. Et j'ai beaucoup de témoignages où ça se passait comme ça. Alors, je reste avec Armel de Poilly, et il a aussi écrit en français, ce qui est ni bien ni mal, c'est son choix, c'est pas grave du tout. Et il a écrit et publié donc la chanson de la Lime, qui est un petit ouvrage en français et qui est, moi j'aime le dire comme ça, qui est pensé en Picard. Il est pensé en Picard du Vimeux. Et dedans, on retrouve des textes qu'il dédie à ses parents, qui en fait des textes très émotifs. Oui, ça représente vraiment ses émotions et qui sont là tous rimés et qui sont rimés de manière très classique, très scolaire, ce qui n'est pas non plus un mot péjoratif. C'est tel qu'on les apprend à l'école et tel que donc lui pouvait être amené à les enseigner à l'école. Voilà, donc ça, c'est la chanson de la Lime, ce sont des textes du Vimeux. La Lime, c'est celle qui va servir à limer et pour avoir donc la limaille chez Limur dont je parlais tout à l'heure. Et puis Armel de Poilly, donc tout ce que je vous ai montré là, c'est ce qu'il a vu de son vivant. Hein. La bande dessinée, on l'a publiée et il était présent pour les dédicaces avec Jacques Leboeuf. Ça se passait d'ailleurs un 25 novembre. J'ai recherché la date. Et puis en 84. Et puis, quand je ramenais Armel de Poilly chez lui après les séances de Picardisans, on causait et il me prêtait ses cahiers, ses manuscrits, ses inédits. Et dedans, il y avait quelque chose qui s'appelait un gros cahier, alors un gros cahier d'écolier, hein, toujours, on est chez un instituteur en retraite. Et dedans, il y avait un recueil qui s'appelait Contes et Chocrimbilly. Et Armel me dit ah, eh bien, mais on ne sera jamais publié. Et ça voulait vraiment dire, de sa part, ça ne sera pas publié de mon vivant. Ça sera publié par ceux qui voudront bien le faire, et donc s'ils pensent encore à moi. Et donc, nous avons, à Chelancheron, quand un an après le décès d'Armel de Poilly, on a voulu lui rendre hommage en réunissant les contes de Chocrimbilly dans un vrai recueil, un vrai livre qui constitue en fait le premier de toute une série qui en compte plus de 20-25 désormais, de textes illustrés avec des aquarelles, je vous le présente très mal, des aquarelles de la collection Macron pour valoriser le bouquin. Et donc, on a vraiment tenu à ce que les textes d'Armel de Poilly, que ce soit ces contes de nos fournis qui ne sont pas là-dedans, hein, et puis tous ces contes de Chocrimbilly. La Crimbilly, c'est la crémaillère. Alors, le nombre de mots pour dire crémaillère en picard est assez impressionnant. Ça change là, pour le coup, d'un canton à l'autre. Crimbilly, il y a plein de mots. Mais lui, c'est Crimbilly. Chocrimbilly, c'est un signe du Vimeux aussi. C'est l'article féminin. À Amiens, on dira alors, je vais vous dire crémaillère. Hein, à Abbeville, on va dire chol, crémaillère, chol ou chol. Et là, dans le Vimeux, on fait une assimilation régressive. C'est des termes de linguistique qui peuvent être un peu barbares pour certains, mais en fait, le son des consonnes qui commencent le mot va se retrouver dans l'article féminin et uniquement l'article féminin singulier qui précède. Hein. On a chauffe-femme, choc-porte, choc-crimbilly. Donc, à chaque fois, ça change. Et là, quand on n'est pas habitué, quand on n'a pas l'oreille vimeusienne, on est très, très vite perdu. Ceci dit, il y a d'autres assimilations dans d'autres zones du domaine linguistique picard qui font qu'on a des situations similaires sur d'autres mots. Par exemple, à Berck, c'est emmer. Voilà, il y a d'autres mots, chemmer, des choses comme ça.
Voilà, donc on a publié chez Comptes de Chokrambilly et fort de notre succès d'éditeur, c'est-à-dire qu'on a dû vendre 300 exemplaires, non mais c'est une blague ça, on a en 1998, donc 10 ans après le décès d'Armel de Poilly, on a repris les Contes de nos fournis, l'intégralité, parce que dans la petite plaquette, il en manquait 2 ou 3, et l'intégralité, et puis les Ramatuveri, qui sont un autre cahier que Armel de Poilly a laissé. Il y a encore des inédits d'Armel de Poilly. Hein. Vous aurez la bibliographie, vous verrez tout ce qu'il a pu nous laisser. Et les Ramatuveri, à titre personnel, c'est ce que j'aime beaucoup relire. Je relis très fréquemment parce qu'il y a, là, je pense qu'on a la plume, l'écriture picarde qui passe vraiment vers la littérature. Il n'est pas le seul à l'avoir fait, Armel de Poilly, attention, hein, mais il le fait et on est juste au moment où il prend sa retraite. On est vers 1955-56 et sa manière d'écrire, elle va être un petit peu à la manière d'Alphonse Daudet, des manières de contes comme ça. Et donc, on va regarder ensemble, si vous le voulez bien, tout de même, vous n'avez pas le choix, on va regarder, si vous pouvez toujours couper, mais on va regarder un des textes issus des Ramatuveri. Il y a d'autres chapitres hein, dans ce recueil. Le titre ne dit pas l'ensemble des chapitres qui sont rassemblés dans ce recueil. Et donc, je vais vous passer alors à l'écran Chopieux de servante. Alors là, je vais faire le partage. Je parle vite, hein, mais bon. Si, alors j'ouvre ce truc. Voilà. Ah bon, le bazar, il est disparu, mais on va le retrouver. Où qui est passé? Ah, il est là. Bon. Voilà, Chopieux de servante. Et là, je vais faire de base, écran numéro 2, partager. Vous devez l'avoir. Vous me faites oui de la tête. C'est bon, c'est bon, tout le monde là. Alors, je vais l'agrandir au maximum de l'écran pour que ça soit lisible pour vous. Voilà. Et je vais vous le lire. Je vais vous le lire du mieux possible, c'est-à-dire en essayant de rester très vimeusien et avec quelques commentaires. Le texte n'est pas très long. Hein, voilà, vous voyez, il fait 1,5 pages. L'ensemble des Ramatuveri sont dans ce schéma-là, c'est-à-dire qu'il y a une situation avec plusieurs époques. Voilà, et donc, on va rentrer dedans. Donc, le premier mot, Chopieux de servante, eh bien, on a la petite servante. C'est les mots que je viens de vous expliquer précédemment. Je bois un petit coup. Chop, c'est là, avec donc l'article et l'assimilation avec la première consonne qui suit. Chopieux de servante. L'assimilation se fait aussi avec une voyelle. Hein. Si on disait l'eau, donc la-eau, hein, l'eau qui se boit, comme je viens de faire, on dirait choyeux. Hein, l'assimilation se fait aussi avec une voyelle. Je donne quelques détails au début, puis après, ça va rouler tout seul. Jaouo, donc j'avouais à Abbeville, j'avais en français, j'avoue dans le Pas-de-Calais, ou j'avais à Tournai, donc jaouo, voilà, avec des sons très fondus au fond de la gorge, comme je voulais dire. Donc, on va retrouver cette conjugaison de l'imparfait dans les formes donc, du singulier qui vont être en wo, comme ça, dans ce vimeux qu'on appelle le vimeux central, le vimeux serrurier, le vimeux ouvrier ou le vimeux rouge. Voilà. Je vous le lis. Jao en chazen dena. Anao à peu près. Anao à peu près autant. Vous voyez, Anao, donc elle en avait. Onawem point 30 ans à nous deux. Donc on n'avait pas 30 ans à tous les deux. Gerlevo de Nasselong maladie. Mais j'allo mieux, gramin mieux. Comme un moigneux qui vient de se réveiller à la pointelette du jour et puis qui se cousse ses plumes, j'allons jouer à plaisir mes gambes d'un mali et puis mes bras perdés sur une tête. Aux érodiques, après avoir vécu tout un long hiver, à duret, et je sens du printemps tout plein qui vertillot dans tous mes abattis. Je vous donnais quelques clés s'il y en a qui sont un petit peu perdus. Dans le vimeux, on ne dit pas un noisieux, comme dans la miennois, mais on dit un moigneux. Donc,
le moineau, l'oiseau. Je passe ma souris, mais je n'ai pas l'impression que ça va vous faire grand-chose. Qui vient d'être... La pointelette du jour, c'est le lobe, hein, c'est le petit jour. Et donc, j'allonge mes gambes. Ce n'est pas gambe, hein, c'est gambe. Donc là, les sons sont fondus. Mes breux, mes bras, mes bros à ville, mes bras en français, mes breux dans le vimeux, perdait une tête. Aux érodiques après avoir vêtu, donc là, c'est l'infinitif du verbe avoir qu'on a déjà vu. Tout un long hiver, un froid duré, donc c'est avoir attrapé froid. Je sentais du printemps tout plein qui vertigo, qui je reverdissais, donc qui s'agitait, qui pétillait dans tous mes abattis. Mes abattis sont mes membres, les bras, les jambes. Il est tout à peu près 9 heures du matin. Et je solais l'intro dans ma cabinet à travers Chiridio de Mcrouezet, quatre donnes et dessus Gerdin. Le cabinet, c'est la chambre, hein, la chambre à coucher. J'accouteau chez Pio Moigneux canteux à pleine gave, jungleux et puis se poursuivre d'une brancalotte et de nos vieux poirieux. J'aime Saint-Au foin capable de n'avouer autant qu'eux. Et puis j'avais grafo d'un Tsache, un Mali pour m'en aller courir comme eux d'un chez Beau puis d'un chez Corti. Il y a un truc, les participants peuvent voir, oui, bah oui, je trouve qu'ils m'informent avec un quart d'heure de retard. Percho porte ouverte, j'entends mer la vin de nos gâtes, chez Assiette et puis chez Gatelot qui claque chouette, et puis ch'tisogneux qui kerfouillot, bon per un piotro de nos poêles flamands. Donc là, quelques mots. Bon, un poirieux, ben, c'est un poirier. Je me sens tout capable de n'avoir autant que. J'avoue, graffin, oui, j'avais très envie. Avoir faim, c'est avoir envie. Ce n'est pas forcément envie de manger. Hein. On peut avoir un graffin de picheux hein, si on a envie d'aller aux toilettes. Donc, j'avais très envie de me satcher, de me sortir du sac. Hein, mot à mot, c'est sortir du sac de Mali pour aller courir comme eux d'un chez Beau. Les Beaux, ce sont les bois. Hein, ce sont les Normands qui disent un bouet. Hein, le Picard, il dit Beau. Et puis chez Corti, les Corti sont les vergers hein, derrière la maison avant le jardin. Avant ou après, ça dépend de chez pays. La porte, porte ouverte, on a encore une assimilation là. Mère à lavindeux nos gâtes. Donc lavindeux, c'est laver la vaisselle. Les gâtes sont les plats. Après, on a les assiettes. Chez Gatelot, ben, ça va être les petits plats. Donc ça peut être un bol, par exemple, qui claque chouette, donc qui claque. Ch'tisogneux, ben, on est quand même à une époque où on avait des poêles dans toutes les maisons, donc qui kerfouillot, qui agitait, ch'kerbon, le charbon, hein, carbon dans le nord, carbon, et d'espio donc par le petit trou hein, de notre poêle flamand. J'allais me rendormir quand je pied de servante à la rentrée. Après avoir demandé à mère si elle pouvait me vivre, et puis qu'elle mère a dit oui, et je l'ai vu s'atriner sur le bout de ses pieds jusqu'à Mali. Tu dors? Pas de réponse. Il dort. À Saint-Nalo, Sranaleux, Archulon, quand l'idée, il me vient de l'écrieux. Coucou! Ah, si on l'héroïne vu sera tourneux puis courir ami. Jean Moué, Anne Mao s'en est si belle, avec ses pieds yeux noirs qui milouettent et de plaisir, ses brins potelets blancs comme du lait, sa cotron court à tout piopli, et puis sa chinoire fleurait à bavette. À ma avanché spiotement, fin décidait, j'y ai attrapé sa breu. Je vais revenir sur ce passage-là, déjà pour vous dire que la situation, elle a peut-être été vécue par Armelle de Pouilly, mais en aucun cas, il y a eu une servante chez ses parents. C'est une amie, c'est une connaissance, ça peut être quelqu'un qui vient rendre service à sa mère pendant la maladie de l'enfant, donc une camarade de classe qui vient aider ses parents parce que ses parents ont du travail et qu'il faut garder l'enfant malade. Donc, ce n'est pas du tout une servante au sens d'une bonne. Si ça avait été une bonne, Armelle de Pouilly n'aurait pas employé le mot servante, il aurait employé le mot médecin. Hein, donc, médecin, qui est là la bonne médecin de Sturé. Et donc là, c'est vraiment une amie qui rend service. Hein. Prenez bien ce mot-là comme dans ce sens-là. Donc après avoir demandé à ma mère si elle pouvait, donc pouvait me dire, c'est pouvez me voir, hein, pouvait. Et puis qu'elle mère a dit que oui, donc elle lui a répondu oui. Je l'ai vu s'atrineux, donc satrineux, elle ne s'est pas traînée,
mais elle est venue lentement, elle est venue sur le bout de ses pieds, il le dit après, donc elle vient discrètement jusqu'au bord du lit. Duska, c'est jusqu'à. Hein. Tu dors, point de réponse, il dort. À Sanalo Sranale, elle était prête à repartir, elle allait se ren aller, reculons, vous voyez, donc elle ne veut pas déranger, donc elle ne va pas faire de bruit, elle part en reculant. Quand Schlide, il vient de l'Icrieux, coucou. Remarquez la construction là. Schlide, il vient. Le genre, une idée en picard comme en français, c'est féminin. Et pourtant, c'est l'idée il me vient. Et on est au singulier. Et ça, c'est assez typique de ces générations qui nous ont précédés, de posséder ce picard au niveau de la grammaire, de la syntaxe, que nous, on n'a plus. Enfin, personnellement, je peux l'avoir parce que je lis beaucoup de picard et que de temps en temps, je me rends compte que la forme Schlide am vient me semblerait aujourd'hui normale. C'est féminin avant, le sujet reste féminin devant le verbe. Eh bien non, Schlide im vient. Et il y a même des formes où le pluriel chez femmes, eux, ils sont belles. Hein. Chez femmes, eux, et non pas chez femmes, elles sont belles, mais chez femmes, eux, ils sont belles. Et comme vous l'a expliqué Olivier, je suis assez, enfin, je suis plus que d'accord, je suis convaincu aussi, ce sont des formes que j'appellerais moi neutres. C'est-à-dire que la question n'est pas du tout de genrer l'article, c'est que c'est comme ça, il n'y a pas de plus ou de moins pour les hommes ou pour les femmes. Non, c'est la grammaire qui est comme ça. Donc, quand Schlide, il vient de l'icrieux, coucou. Ah, si on l'avait vu se retourner, donc si vous l'aviez vu se retourner, puisqu'elle partait à reculons, et puis courir à mi, donc courir dans ma direction. Jamais elle m'avoue s'en est si belle, avec ses yeux, pio, donc petit, hein, comme je l'ai déjà dit, un yeux, des yeux, ça, voilà, les petits yeux noirs, qui milouettent, donc qui brillaient de plaisir. Hein. Miler, c'est briller, c'est aussi se regarder. Un milouer, c'est quand on se regarde. C'est breu, donc les bras. C'est breu potelé blanc comme du lait. Sa coton court, donc sa jupe courte, à tout piopli, plissé, une jupe plissée. Et puis sa chinois fleuret à bavette, sa chinois, donc son tablier, qui est fleuré, donc qui est orné de petites fleurs avec une bavette. Donc ça, c'est son outil de travail. Le cotron, c'est son habit, et puis le chinois, c'est parce qu'elle vient rendre service, donc c'est pour pas se salir. Elle m'a avancé ce piot de main, elle a donc avancé sa petite main fin décidée, donc avec bien de l'intention. Et lui, c'est là où la littérature commence, à mon avis. Elle avance sa main, j'y ai attrapé Saint-Breu. Donc il va plus loin que la volonté de la petite servante, la volonté initiale. Alors, osons jougler ensemble. Jougler, je vous l'explique tout de suite, jougler, c'est jouer. En fait, le mot jongleur vient de là aussi. Enfin, vient de là. Ils sont assimilés. Je ne sais pas lequel était là avant l'autre. On a des rues des jongleurs dans certains villages, ou Montigny, les jongleurs dans la Somme. C'est parce qu'on jongle, on joue, on s'amuse. Un chien qui fait des calipettes, il jougle, il s'amuse, il se divertit, il fait des cabrioles éventuellement. Alors, faisons jougler ensemble. Je l'ai décatouillé d'un sec vœu, à 5 coups, sous ses breux, et puis d'un seul coup, j'ai pris tête dans mes deux mains, et je l'ai tiré à mi, je l'ai serré dans mes breux, et puis je l'ai embrassé en pleine boucle. Bon, c'est pas Harley Weinstein non plus, hein, faut pas, non, on regarde que le texte. Hein. La question du consentement, elle ne se pose pas à ce niveau-là. Je vais placer comme ça vers le milieu de l'écran. Donc, il va de plus en plus loin dans sa relation avec la jeune servante. Je lui chatouille. Décatouiller, c'est chatouiller, hein, donc je passe la main dans les cheveux en la chatouillant. À son co, c'est son cou, le cou en bas de la tête, hein, sous ses breux, donc sous les bras. Et puis d'un seul coup, je lui ai pris la tête, donc j'y ai pris tête. Et en français, on dit je lui ai pris la tête. En picard, c'est je lui ai pris sa tête. Hein, voilà, il y a cette redondance importante en picard dans mes deux mains. En français, on pourrait dire je lui ai pris sa tête, je lui ai pris la tête dans les mains. Maintenant, j'ai pris sa tête dans mes deux mains. Je l'ai tiré à mi, donc je l'ai attiré vers moi. Je l'ai serré, du verbe c'est serré, dans mes bras, et puis je l'ai embrassé en pleine boucle. Donc là, il n'y a pas consentement. Hein. Bon, embrasser, pas embracher. Embracher, c'est prendre dans les bras. Embrasser, c'est faire un baiser.
C'est pas, la nuance est importante. Hein. Ça heurte même, se dire j'ai un bras chez une femme devant de partir. C'est pas la même chose que si on l'a serré dans les bras ou si on l'a embrassé sur la bouche ou sur les joues. C'est pas très important. Elle n'a rien dit, mais à s'articuler du plus vite qu'elle a peu, puis à m'arbeiller d'un drôle d'air. Elle est tout rouge comme une pionne. Elle m'a souri gentiment et puis à sa haleine m'a dit, quand elle a retraversé nos maisons, je l'ai entendu dire au revoir à ma mère et puis se veut à fond de train à travers nos cours jusqu'à nos barrières. Alors, ce paragraphe-là, il y a beaucoup de choses à noter, au-delà de la compréhension. Donc, elle n'a rien dit, elle ne s'est pas offusquée, hein, mais elle s'est reculée le plus vite qu'elle a pu, le plus vite qu'elle a pu, et puis elle m'a rebeillé. Rebeiller, c'est regarder, je pense que c'est un verbe que vous avez déjà vu, raviser, hein, mais elle m'a rebeillé d'un drôle d'air. Les mots sont français, là, ils sont volontairement aussi très compréhensibles. Ce n'est pas un air raideux, hein, ça pourrait... Non, un air raideux, ça serait un air bizarre. Non, non, d'un drôle d'air. Elle est tout rouge comme une pionne. La pionne, c'est une fleur, c'est la pivoine. Les pivoines sont d'un rouge très, presque violacé selon les espèces. Donc, c'est une expression très courante utilisée dans le vimeux. Et au-delà, elle m'a souri gentiment, puis à Saint Haleine m'a dit, donc elle est partie, lui il était alité, il était encore malade, même s'il allait mieux. Quand elle a retraversé nos maisons, il n'y a pas de faute de frappe. À Darny, on ne dit pas moison, on dit maison. Belle maison, la maison, comme en français. Je l'ai entendu dire au revoir. Là aussi, tout à l'heure, on a vu, vous voyez, dans quasiment le même paragraphe, on a vu vir. Vir, c'est le verbe voir, mais pour dire au revoir, on dit au revoir ou au revoir, ou à norvir. Mais à norvir, là, on utilise vraiment le verbe voir, revoir. Donc là, elle m'a dit au revoir. Donc, elle a dit au revoir à mère. Et puis, donc, elle s'est sauvée. Donc, donc, c'est pas facile quand on prend la phrase en cours de lecture. Je l'ai entendu dire au revoir à mère et puis se veut à fond de train, donc partir à toute vitesse à travers nos cours jusqu'à nos barrières. On entend les barrières, hein, ce sont des barrières en fer. J'avais ça chez mes grands-parents, on les entend de loin. On savait quand le facteur il passait puis qu'il y avait un colis parce qu'il ouvrait chaque barrière, on entendait chaque cloche. J'avoue idée qu'à soit revenu le lendemain, Bernic. J'étais bien refoué, je ne l'ai jamais revu à Mali. Donc là, on a une première solution au problème, c'est que lui, il pensait bien la revoir le lendemain puisqu'elle venait aider et elle n'est pas revenue. Bernic, donc là, c'est l'interjection, donc bien fait pour toi, tant pis. J'étais bien refoué, j'ai été repassé, j'ai été j'ai été roulé. Hein. Je ne l'ai jamais revue à Mali, elle n'est jamais revenue donc dans sa chambre et à son lit. Alors, je vais monter un petit peu pour que vous puissiez avoir ça un peu au milieu de votre écran. Afoué que je me demandais longtemps si je la vaux vraiment embrasser susbouc, chopieux de servante rétue. Et je me demandais si c'était bien vrai que je l'avais tenu un pied au moment d'un hébreu. Et puis je me dis et tout que j'avais peut-être rêvé. Et puis qu'un plat chez chopieux de servante chez toi comme une sorte de pieux de fée et que j'avais vu à Mali, Chandrillon ou bien Blanche-Neige, colis d'un chez Biolive et de Comte. Donc là, on désamorce le côté qui peut être offensant, qui peut être brusquant du geste qu'il a décrit avant. Donc on est dans une construction aussi qui éventuellement aurait pu nous faire reculer vis-à-vis de ce souvenir, de ce texte, en le transposant peut-être dans un rêve, dans un délire lié à sa maladie, à sa fièvre éventuellement. Donc je me suis demandé longtemps si je la vois vraiment embrasser, susbouk, donc embrasser sur la bouche, comme tout à l'heure, chez au pied de servante rétue. Rétue, c'est mignonne, hein, c'est joli, mais c'est mignon, mot à mot. Je me demandais si chez toi, bien vrai, que je l'avais tenu un pied au moment, que je l'avais tenu un tout petit moment, instant, dans mes bras. Et puis je me dis, et tout, ou bien itou en vieux français, en picard aussi, et tout, ou bien tout simplement tout, T-O-U, c'est aussi, hein. Je me suis dit aussi que j'avais peut-être rêvé, voire déliré, et puis qu'un plat chez Chopiot de servante, donc à la place, hein, un plat c'est à la place de la petite servante, chez toi comme une sorte de pieux de fée, c'était comme une sorte de petite fée que j'avais vue à Mali, Chandrillon, Blanche-Neige, comme on dit là chez Bioli, votre compte. Donc là, on est dans le domaine que Armel de Poilly
maîtrise bien celui du conte, celui du fantastique. On continue. Gramin d'aînés, ils ont passé. Voilà, donc là, il y a comment pas, il n'y a pas un intertitre, mais enfin, il y a une fin de paragraphe, ça se voit dans l'écriture, la typo. Gramin, beaucoup, hein, beaucoup d'années sont passées, ils ont passé. Hein, donc là, l'auxiliaire n'est plus l'auxiliaire être, comme en français, beaucoup d'années sont passées, mais c'est l'auxiliaire avoir qui prend le dessus. Beaucoup d'années, ils ont passé, hein, ils et pas elle, comme tout à l'heure. Bien d'oyeux, là, on a l'assimilation avec une voyelle. Bien d'oyeux à la coulée de Souchépont à Beuchin. Beuchin, c'est un village de la vallée de la Brelle qui est en contrebas de Darny. Hein. L'histoire n'est pas censée se passer à Beuchin, mais il y a des ponts à Beuchin, donc, et il n'y a pas d'eau à Darny, il n'y a pas de rivière du tout, presque pas de rivière dans le Vimeux, mais en tout cas pas à Darny. Donc, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts à Beuchin, parce qu'on ne peut pas dire ça à Darny. Il y a aussi là une construction, quand on connaît l'auteur, on comprend qu'il nous parle aussi de sa géographie, et pour qu'il y ait de l'eau qui coule sous un pont, il faut descendre dans la vallée. Darny, c'est à peu près à 100 mètres d'altitude, il n'y a pas une goutte d'eau. Aux ont vécu 2 djers et puis 2 après djers. Et je viens d'Hervire, je suis au pied de Servante. Donc là, on peut très bien comprendre que si on a vécu 2 guerres, c'est la première, la deuxième guerre mondiale. Armel de Poilly était enfant, je vous l'ai dit, il est né en 1901, donc il était enfant avant la Première Guerre. Donc cette histoire-là, elle a aujourd'hui quasiment 120 ans. Aux ont vieilli, bien sûr, elle et Pimi, mais on nous a reconnus tout de suite parce que nous avons gardé toutes les deux dans le fond de notre cœur un même vieux souvenir, un même douche ramintuvri. Donc nous avons vieilli, bien sûr, elle comme moi, elle et Pimi. Mi, c'est moi, hein. Nous, mais on nous a reconnus tout de suite, donc on s'est reconnus, parce qu'aux avons gardé, donc nous avions gardé, conservé. Je pense qu'Olivier vous a déjà parlé de ce son W qui correspond, la guerre en français, c'est war en anglais, mais là en picard, on a aussi the war. Là, on a wardé, gardé, wep pour guep, etc. On a beaucoup de sons germaniques avec le W, notés par le W en picard. Donc, on a gardé tous les deux, dans le fond de notre cœur, dans le fond du cœur, un même vieux souvenir, un même douche ramintuvri. Et un petit mot sur le mot ramintuvri, qui est maintenant passé dans notre vocabulaire quotidien. C'est un mot qu'on ne trouve que pour la première fois, à ma connaissance et à la connaissance de beaucoup d'amis, que chez Armel de Poilly. À mon sens, c'est lui qui a inventé ce mot-là à la fin des années 1950. Et qui veut bien dire ce que veut dire, c'est un souvenir, mais un souvenir fort. Osons de viser ensemble, donc nous avons parlé ensemble. Cette visée, c'est parler. Hein. Elle m'a raconté ma vie, elle m'a raconté sa vie, et j'y ai raconté le mienne. Voilà. Donc, ils s'échangent leurs souvenirs et leur vie. Elle a été mariée avec un ouvrier manchon qui l'a cheaté vert avec Champio. Asa elle va tout à Chonk, et puis ils sont tous mariés. Elle vit avec une fille, elle est heureuse. Donc, l'ancienne petite servante de son enfance, elle a été mariée avec un ouvrier manchon, un maçon, hein, qui construit des murs. Il l'a cheaté, il l'a laissé, il ne l'a pas quitté. Hein. Il l'a quitté puisqu'elle est restée veuve. Il l'a quitté, mais le verbe cheater, c'est laisser. Il l'a laissé donc veuve avec Chonk Pio. Chonk, donc Pio, là, le substantif Pio pour enfant, 5 enfants. Un Chonk est général dans tout le domaine picard. Asa a élevé tout échonk, donc elle a élevé ses 5 enfants, et puis ils sont tous mariés, donc ils se tous, pas tous, comme on voit quasiment partout ailleurs dans le domaine picard. On est dans le Vimeux, donc elles sont tous, ils sont tous mariés, et elle vit avec une fille, c'est-à-dire que sa fille et son beau-fils, donc l'hébergent, cette veuve. Elle est heureuse. Les mots simples sont importants aussi dans une écriture comme celle-là. Ça permet de s'appesantir sur les mots simples qui ressemblent à ceux, ou qui sont ceux du français aussi, mais qui sont communs avec le français. Ça permet comme ça d'avoir les sentiments, comme tout à l'heure, je vous avais donné un exemple, les sentiments forts s'expriment avec des mots simples. Comme allez toi pour être ranaleux, mon desfi, et devant notre chiteux, elle m'a dit. Donc, on va faire la suite après. Donc, comme elle était pour se rannaler, pour repartir, mon desfi, c'est chez, c'est H-E-Z, hein, chez sa fille,
à Mont, à Moison, Mont dans le Vimeux, Mont d'Esfil, et devant notre chiteux, on retrouve le verbe quitter qu'on avait tout à l'heure avec le veuvage. Donc là, c'est être devant de nous laisser, de nous quitter. Elle m'a dit, puis que tu ne m'as pas demandé la permission pour m'embrasser quand j'étais au jaune, quoique t'attends un nuit pour erquer ma cheveux. Puisque tu ne m'as pas demandé la permission de m'embrasser quand j'étais jeune, jaune, c'est jeune, quoi que t'attends, qu'est-ce que tu attends, qu'attends-tu, un nuit aujourd'hui, un nuit et nuit, pour erquer ma cheveux, pour recommencer, hein, pour erquer ma cheveux. Voilà, donc là, on a tout qui est désamorcé, le rêve, le souvenir, la fée, et on revient à l'épisode de la convalescence. Alors, je l'ai attrapé par ses épaules, et puis je l'ai embrassé trop coup, al buen franchette, et de chaque côté des figures. Et je l'ai embrassé tout ma cœur. Et puis j'ai senti monter à mes yeux comme des larmes et de rapincement. Alors je l'ai prise, je l'ai attrapée, je l'ai prise par ses épaules et je l'ai embrassée donc d'un baiser, là, hein, on comprend bien, trois coups, pas troué dans le Vimeux, 3 coups, al buen franchette, donc à la bonne franquette, hein, on dit aussi flanchette dans le Vimeux, de chaque côté de cette figure, donc sur les joues. Je l'ai embrassé de tout mon cœur et j'ai senti, pas j'ai senti, hein, le verbe sentir, comment le participe passé fait senti. J'ai senti monter à mes yeux, monter dans mes larmes, à mes yeux, comme des larmes de rapincement, comme des larmes de nostalgie, de souvenirs nostalgiques. Et puis, j'ai bien idée qu'elle a bré et tout, et j'ai bien le sentiment qu'elle a pleuré également, un tout piomolé, parce qu'il a tué dessus main 2 grosses larmes qui ne pouvaient venir que de ses yeux, parce qu'il est tombé sur ma main, 2 grosses larmes qui ne pouvaient venir que de ses yeux. Armel de Poilly. Voilà, je désactive le partage. Je regarde l'heure. Oh, on a encore un petit quart d'heure. Ça a été? Bon, je vous enverrai ces textes. Si je veux bien vous les je ne sais pas s'il y a des réactions. Il faut que je fasse là dans le machin d'affichage, que je vois si la galerie, qu'est-ce que ça. Non, j'ai une galerie. Beauchamp, c'est là où il y a la sucrerie? Il y avait la sucrerie à Beauchamp, oui. Oui, c'est là. Ah, donc c'est ce Beauchamp-là, comment elle ne fonctionne plus, les sucreries par ici. Hein. Mais donc il y avait ça, effectivement. Ouais. Alors, Olivier, hier, m'a dit, si je veux faire un truc, c'est en haut à droite, mais là, je ne trouve plus mon en haut à droite. Bon, voilà, je voulais vous faire partager ce texte pour faire entrer dans la littérature. Je vous rassure, on n'ira pas dans le Vimeux à chaque fois, hein, je n'ai pas du tout cette intention-là. J'avais un autre texte, mais on ne va pas avoir le temps, vous le lirez. Je vais vous le mettre aussi en partage, et puis je vous l'enverrai. Hein. Donc, c'est cet écran-là. Là, normalement, je commence à être balèze. Hein. Vous l'avez là, hein? Oui. Ouais. Le mort des vieux bidets. Donc là, vous aurez 2 textes. Vous aurez le texte d'Armel de Poilly, qui est le texte du haut, la partie haute, qui est un texte, qui est un sonnet, qui est construit comme un sonnet très classique, qui est dédié à son grand-père, qui était laboureur et qui donc a vu son cheval, donc son outil de travail et son compagnon de travail mourir, et donc qui est un texte extrêmement émouvant. Et en dessous, je vous ai mis, j'ai saisi la version de travail d'Armel de Poilly, c'est-à-dire qu'il y a des variations avant l'édition qui nous sont parvenues grâce à ces notes sur son manuscrit. Et donc, c'est intéressant de voir comment il passe d'un mot à l'autre. Par exemple, il y a le cheval qui va mourir, et dans la version finale, au dirwo qui nous demande de l'impétueux de souffrir, et dans la version initiale, il y avait qui vous demande de l'impétueux de souffrir. La nuance est importante. Je veux dire, on est associé le lecteur est associé dans l'agonie du cheval dans la version finale. Il y a des choses comme ça.
Et la plupart des gens qui écrivent en Picard font des brouillons, font des versions qui ne sont jamais définitives. Et même quand, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais pour moi-même, quand on lit un texte ou qu'on le publie et dans un journal, comme je peux en publier dans Schlancheron ou ailleurs, eh bien, on est amené à l'occasion d'un recueil, de la publication d'un recueil, ou à l'occasion d'une deuxième lecture, ou à l'occasion d'une édition, si ça n'a pas été édité, de retravailler son écrit et de l'améliorer. Pour ma part, ça peut être lié à la réaction du public en face, qui a compris, surtout quand il n'a pas compris, ça m'interpelle beaucoup, mais ça peut être tout simplement aussi au fait que quand je dis le texte en Picard, je me rends compte que ce que j'avais pensé à l'écrit, parfois je m'entraîne, mais ce n'est pas souvent le cas, pas systématiquement, sauf dans les chansons, mais quand je le dis, il y a des choses qui ne coulent pas. Ça coulait dans ma tête, mais ça ne coule plus quand je le dis devant les Picardisans ou dans d'autres occasions. Et donc, je le retravaille pour essayer d'arriver à quelque chose qui soit proche de ma pensée, de ce que je veux transmettre, que ce que je transmets, ce soit compris. Et je ne suis pas du tout novateur dans le domaine. La plupart des auteurs qui travaillent sur la littérature, hein, ce n'est pas ma liste de courses, hein, ça, je n'ai pas trop de difficultés. Enfin, j'ai plus de difficultés à me relire à ce moment-là, c'est autre chose. Mais donc, les éléments qui vont fabriquer le texte final, entre par exemple, ils vous demandent ou bien ils nous demandent, c'est pas pareil. C'est franchement pas pareil. Et puis ce qui est imprimé, ça reste. Et puis ce qui est au niveau de la hop. Ah ouais, il y a plein. Ah ouais, ça y est, j'ai les messages. Donc l'écrit et l'oral, c'est pas la même chose. Ah ouais, vous avez plein de messages. Ouais. Alors là, si je vais essayer de vous mettre au moins ce que je viens de vous dire. Là, si je fais ça, non, c'est pas ce truc-là. Alors là, si je prends mon texte que je viens de vous montrer, je vue bidé, il est là, je le glisse dans le bazar, il ne passe pas. Je réessaye une fois, puis là, Olivier n'est pas là pour m'aider, je ne l'entends pas. Ah ouais, sur votre ordinateur. Si, ça va marcher, mes gens. Vous allez l'avoir. Le mort des vues bidés. Regarde un peu. Pouf. Voilà, vous pouvez le charger. Je vais vous mettre, avant qu'il ne soit 7h30, je vais vous mettre les textes que je vous ai présentés. Alors, pour continuer dans la série, alors là, vous prenez ça comme un clin d'œil. Ce que je vous envoie là, qui s'appelle 33, je vélo qui veut dormir, là, c'est vraiment pour ceux qui aiment beaucoup Jean-Luc Vigneux. J'ai écrit un texte calqué sur le mort de Vieux-Bidet. Mais je vous promets, il n'y a pas l'émotion du texte d'Armel de Poilly. Et moi, c'est avec mon vélo qui va dormir dans le garage l'hiver. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est un hommage à l'auteur. C'est pas du. Et c'est un gros clin d'œil. Armel ne l'a pas lu. Il était décédé quand j'ai écrit ça. Mais c'est un gros clin d'œil. Mais c'est parce que ce type d'écriture me permet. En fait, c'est un exercice, c'est un travail que je fais. Je vous envoie la bibliographie. Tout ça, c'est des PDF. Hein. Hop. Je vous envoie la biographie, normalement, voilà. Jean-Luc, ce que tu as fait, ça n'a pas marché. Personne ne voit le document. Vous ne pouvez pas les ouvrir? Non, Jean-Luc est en train de me dépasser à moi. Alors, Olivier, tu serais au fond d'une piscine, je t'entendrais aussi bien. Attends, voilà, là tu vas mieux m'entendre. Oui. Tu es en train de me dépasser à moi et pas au groupe. Ah, merde. Ah, comment je dois faire, garçon? Bah, si tu veux, je peux les passer à ta place. Bon, écoute, je te mets le dernier. Ouais. Ah, je suis désolé, je suis un débutant. Je mets la pièce servante. Julie, merci de ton intervention. Ça va au Canada? Tu sais que vous êtes deux normalement du Canada. Je sais pas si. Oui? Oui. Ah non, mais il ne faut pas croire, hein. Il y a du monde. Hein. Moi qui pensais que j'étais unique. Ah non, je toi, confirme la présence d'un deuxième. Oui, c'est confirmé. Puis je vais vous envoyer une photo d'Armel de Poilly devant chez lui, une photo qui a été prise par Jean-Marie Thomas, devant chez lui. Alors, je vérifie que c'est bien celle-là, que je ne vous envoie pas. Oui, c'est celle-là. Donc, c'est la photo de Jean-Marie Thomas.
a prise devant chez lui. Vous verrez, il y a la maison qu'on a aperçue tout à l'heure. La poignée de la porte de la maison était une très grande clé qui était à peu près 40, peut-être plus 40 cm de long. Et donc, qu'il adorait se servir. C'est une poignée de porte. Et il adorait s'en servir. Et c'était la mémoire de ses grands-parents qui avaient travaillé en boutique. Et l'ensemble des outils des ateliers des grands-parents d'Armel de Poilly. Armel en a fait un legs au Musée des Arts et Traditions Populaires de France. Il a été longtemps exposé à Saint-Riquier. Maintenant, à la faveur d'un ancien président de la République, le musée des ATP a disparu. Les collections sont parties à Marseille. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues et je ne vois pas ce qu'un atelier de serrurier du Vimeux fait à Marseille, mais enfin bon, c'est comme ça. Et donc, on a, en tout cas, Armel, de son vivant, avait la satisfaction que cet atelier était donc au Musée des Arts et Traditions Populaires, et donc on pensait tous qu'il serait conservé et sauvé. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire sur l'auteur. Deux textes qu'on a pu voir ensemble, un qu'Armel a pu vous dire. J'espère que ça correspond un petit peu à votre attente, j'espère, beaucoup, je ne sais pas. La prochaine fois, j'ai l'intention de vous emmener dans l'Amiénois, dans le sud amiénois. Je vous laisse chercher qui ça pourrait être d'ici là. Je vois qu'il y a plein d'interventions que je n'ai absolument pas vues. Ah ouais, non, mais il y en a un paquet. Donc, j'ai les mails. Olivier, tu me feras une sauvegarde de tout ça. Je vais essayer d'en faire une, mais si tu peux en faire une, ça pourra être utile. Avez-vous quelques petites questions, précisions? Ouvrez votre micro si vous avez quelque chose à dire. Soyez pas timide. Hein. C'est enregistré, Olivier, la séance? C'est enregistré. Donc, ceux qui voudront éventuellement revoir, tu donneras le lien, j'imagine. Merci beaucoup, c'est très intéressant et j'attends déjà la prochaine séance. C'est vrai. C'est bien, ça ne sera pas le 3e jeudi, ça sera le 2e, ça sera un peu plus tôt. Hein. Qu'est-ce que je peux vous raconter encore? Vous voulez que je vous relise un peu de texte d'Armel? Je vais vous lire le mort de Jubilé, comme ça vous aurez je vous le lis. Hein. Donc, je ne vous le mets pas à l'écran, comme ça vous allez le découvrir. Vous forcer à vous concentrer. Je vous ai dit quand même de quoi ça parlait. Elle meurt des jubidés. Avez-vous déjà vu un gveux qui va mourir? Il est le Toussaint long, et talette sus litière. Et ses grands yeux à l'hermès sous le gris de paupières, au dire Wokino demandait de l'impétueux de souffrir. Ou espanche souleveux, comme un grand soufflet de cuir. Il n'irait plus poécheux un athlète tout entier, lisse, si content dans le strondle d'un ogatcher, qui ne prend d'eau même pour le temps d'esquiteux dégarnir. D'Elvire-le allongé, comme un fouet du meux, au vorwol soulageux, au vorwol récapeux, comme pour qui qu'incosem, au mermon en prière. Et dur, et de vir partir saint darin compagnon, vide à l'éche les tueries, vide à l'éche aux maisons. J'ai vu, comme un éléphant, Brère ma pourvu grand-père. Armel de Poilly. Un gatcher, c'est une jachère. Hein, c'est une pâture enherbée. Voilà. Et le grand soufflet de cuir fait allusion, là aussi, à mon sens, c'est ça la littérature, qui n'est ni bien ni mal la littérature, et c'est comme ça. Le grand soufflet de cuir, c'est le soufflet du forgeron, qui fabriquait donc les fers pour ferrer ce cheval. Donc, il y a énormément de non-dits dans tous ces mots qui sont là. Et donc, la dernière respiration, le dernier souffle du cheval, il est assimilé par le poète au soufflet de cuir, les grands soufflets de cuir. Ils avaient des tabliers en peau de loup, les forgerons, mais ils avaient aussi des grands, ils ont toujours hein, des grands soufflets de cuir pour attiser le feu. Et donc, il y a toutes ces images qui sont nostalgiques, qui sont poignantes même, pour qui a vu mourir un animal de compagnie, a fortiori quand en plus c'est son outil de travail quotidien, et puis tous ces chevaux qui sont
qui sont morts dans les mines, tous ces chevaux qui sont morts à la guerre 14, tous ces chevaux qui sont morts donc de leur vieillesse, qu'on n'a pas emmenés à l'abattoir pour faire de la viande à pizza, bien, tous ces chevaux-là restent dans la mémoire de ceux qui ont vécu avec et nous le transmettent. Moi, si je vous parle des chevaux de la mine, j'ai pas connu de Ménette Quevot, hein, je n'en ai pas connu, mais je le sais grâce à la littérature. Les chevaux de la guerre 14, je le sais par mon grand-père qui menait des chevaux à Verdun, donc je veux dire ça, mon grand-père maternel. Mais voilà, on a ces assimilations enfin ces assimilations, c'est pas le mot que je veux utiliser, mais ces projections dans la littérature des souvenirs individuels, familiaux et collectifs dans lesquels on arrive à se reconnaître les uns, les unes, les autres. Voilà, je n'ai plus grand-chose à vous dire. Sauf à répondre à une éventuelle question. Vous avez vu, un cheval, dans le Vimeux, c'est un gvot. Un gvot. Moi, un gvot, c'est un cheveu. Et à Amiens, ça va être un gvot. À Bulle, ça va être un gvot. Hein. À bidet aussi, bien entendu. Mais bidet n'est pas un mot péjoratif. Mais dans ce cas-là, il ne sera pas utilisé. Il est utilisé dans le titre, mais pas dans le texte. Voilà, mes gens. Je n'atteins plus rien ni personne. Ouais, on peut se dire adé. Hein. Alors, au revoir ou adé, comme vous voulez. Au revoir. Au revoir.